Salut à tous, c'est Christian Mythologie Astrale, si vous m'avez trouvé c'est que vous êtes plutôt futé, et aujourd'hui on se retrouve ensemble pour parler un petit peu de la psychologie de la Vierge. Donc dans l'épisode précédent, on a parlé de la psychologie du lion, on a parlé de plein de choses qui étaient affiliées à ça, de la carte natale du ciel du lion, etc., etc. Et dans cet épisode-là, on va explorer la Vierge. Avant tout ça, je remercie évidemment tous les Patreons pour leur soutien. Voilà, merci de me permettre de faire ce que je fais. C'est vraiment une bénédiction. Ensuite, je voulais juste vous dire aussi que j'ai quitté Paris, du coup, pour les consultations physiques, c'est un peu plus compliqué, mais je serai de retour à Paris du 28 mai au 10 juin, voilà, en sachant que le 9 juin, c'est un concert de malade, donc je serai pas là. Mais en tout cas, voilà, du 28 mai, notez bien les dates, du 28 mai au 10 juin, je serai disponible pour faire des consultations physiques, donc n'hésitez pas à faire signe pour les personnes qui seront de passage à Paris en juin, juste avant les JO, et je sais qu'il y aura du monde, donc voilà, donc ne traînez pas, comme ça, moi, ça me permet de préparer mon emploi du temps et anticiper mal de trucs, d'autant plus qu'il va faire beau, je l'espère, et du coup, on pourra peut-être faire des choses dehors. D'ailleurs, j'ai entre-temps réfléchi à une nouvelle configuration qui permettrait de faire des petits groupes de travail, donc justement, ce serait peut-être l'occasion d'organiser des workshops dans un cadre qui est un peu plus sympa, qu'un bureau où tout de suite ça fait un peu lourd, etc. Là dehors, moi ça me plaît beaucoup plus pour travailler en profondeur sur des sujets ou des sous-sujets spécifiques à la spiritualité ou l'astrologie, quoi. Voilà, avec des groupes de personnes. Donc la psychologie de la Vierge. Donc dans le contexte de l'astrologie, le signe de la Vierge, il représente un archétype qui est super complexe, hein. Je le dis tout le temps quand je parle d'ailleurs des archétypes, des axes et compagnie. L'axe le plus complexe et le plus difficile, c'est vraiment celui de la Vierge vers le Poisson. Et l'un des signes qu'on pense le mieux connaître, mais qu'on connaît le moins bien, c'est vraiment le signe de la Vierge. La Vierge, elle incarne des qualités telles que la pureté, la modestie, mais aussi la précision, la dévotion au service et la quête constante de perfection et d'ordre. Donc l'archétype de la Vierge, il va vraiment représenter pas mal de choses. Il peut représenter, comment dirais-je, la prêtresse de la Lune, une figure qui est associée à la sagesse, une figure qui est très associée aussi à la divinité qu'on appelle Virgo, à une certaine spiritualité, une connexion avec le divin. Elle regarde vers le ciel, le Poisson regarde vers le sol. Les ésotériques, les Vierges, elles étaient traditionnellement les gardiennes des rituels sacrés, des connaissances ésotériques, et elles servaient de pont entre le monde matériel et le monde spirituel. Leur rôle était de canaliser l'énergie de la Lune pour guider et nourrir leur communauté. Et d'ailleurs, c'est hyper beau, c'est hyper intéressant. Enfin, ça fait cette espèce de connexion, on oublie, hein, entre la Lune et la Terre, entre la Lune et la nature, entre la Lune et la notion de récolte. Quand on sait en plus que le Taureau est exalté, la Lune est exaltée dans le signe du Taureau, ça donne à réfléchir, ça donne du grain à moudre. Donc, j'ai parlé d'énormément de choses dans la capsule sur la Vierge qui est disponible sur mythologieastrale.com, et j'ai beaucoup développé notamment sur la signification de vierge. C'était quoi une vierge, en fait, dans l'ancien temps? En tout cas, à l'époque où les astrologues anciens ont rédigé les lois qu'on utilise aujourd'hui, les conventions qu'on utilise aujourd'hui pour interpréter les signes. C'était quoi une vierge, en fait? Et les anciennes prêtresses de la Lune, ou pas, hein, les vierges, ne signifiaient pas forcément qu'elles étaient mariées, ne signifiait pas forcément qu'elles appartenaient à un homme. C'est une femme qui était unique en soi, et le mot dérive en fait d'une racine latine qui signifie plutôt la force, la puissance, l'habileté. Et moi, ça me fait beaucoup penser à la carte à certaines représentations d'une arcane majeure du tarot qui est celle de la force, où parfois on voit cette espèce de représentation d'une vierge ou carrément des rats en train de calmer le lion de Nomé. Ensuite, on a, pas mal d'autres associations qui sont liées à la Vierge, et j'en parle vraiment dans la capsule, donc je vais vraiment pas rentrer dans le détail ici parce que c'est trop complexe. Mais en gros, j'ai pas mal travaillé sur l'archétype de la servante tel qu'il a été décrypté par Caroline Myss. Caroline Myss, pour info, c'est une nana qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Les Contrats Sacrés. Les Contrats Sacrés a fait partie de la liste des livres du club de lecture de mythologie astrale de la saison 1. Voilà, on a lu ensemble Les Contrats Sacrés. C'est un des tout premiers bouquins d'ailleurs du club de lecture. Et en fait, c'est un bouquin qui souligne que tout dans la vie est une question de pouvoir et parfois de relation de force, et que la gestion du temps et de l'argent joue un rôle essentiel, hein.
Et ça, en fait, c'est un aspect de la Vierge qu'on va explorer ensemble un peu plus tard. En tout cas, ce qui est intéressant avec l'archétype de la servante et le fait qu'on le mette en miroir avec la Vierge, c'est évidemment les similitudes. J'ai fait beaucoup de mea culpa que j'aurais pas le temps de faire ici parce que l'épisode il va pas durer, mais c'est important de faire la part des choses parce que typiquement les signes n'avaient pas forcément la même signification en tout temps. Dans l'Antiquité, le signe de la Vierge, ou en tout cas même l'archétype de la servante, il était souvent associé à des situations d'esclavage, hein. Donc servitude involontaire. Donc faut vraiment faire attention à ça. Enfin, il y a énormément. C'est ça que j'aime en plus avec la Vierge. Elle a tellement de dimensions différentes, tellement de dimensions différentes. J'ai parlé aussi d'une figure qui s'appelle la Mater Dolorosa. Je sais pas pourquoi je prends un accent cheap espagnol pour dire ça, mais je pense que c'est parce que je t'ai inspiré. La Mater Dolorosa. Enfin bref. Évidemment, la Vierge a un défaut fatal, mais elle a aussi une grâce qui la sauve. Et je vais vous parler maintenant de la construction de la carte natale du ciel de la Vierge. Et avant ça, j'avais envie de vous lire un petit poème qui fait partie de la capsule, que je lis en fait dans la capsule sur la Vierge, mais je me suis dit, trop stylé, c'est l'occasion de faire un peu de poésie. Donc l'extrait du poème que je vais vous lire, il vient d'un texte gnostique qui s'appelle La Foudre, l'Esprit Parfait, où Sophia, déesse de la sagesse, essaie de dissiper la confusion autour du signe de la Vierge et de la chasteté. Car je suis la première et la dernière, car je suis celle qui est honorée et humiliée, car je suis la putain et la sainte, car je suis la femme et la Vierge, je suis la mère et la fille, je suis les membres de ma mère, je suis celle qui ne peut enfanter, mais qui a de nombreux fils, je suis celle au mariage éblouissant, mais je suis aussi celle qui n'a pas choisi de mari. Et en fait, cet extrait, il est trop beau, ça vient de La Foudre de l'Esprit Parfait, et ça met vachement en lumière la complexité, la dualité de l'archétype de la Vierge. Et voilà, j'ai fait beaucoup d'explications, mais je trouve que juste ce poème, il résume pas mal de choses sur les différents sous-segments de l'archétype de la Vierge. Mais voilà, c'est vrai que c'est un terme pardon qui est polysémique et c'est important de revenir aux bases. Donc parlons maintenant de la nomenclature du chart de l'ascendant Vierge et on va commencer donc par la maison numéro 1, ou en tout cas l'axe 1, qui est évidemment celui de la Vierge vers le Poisson. Et c'est assez comique parce que vous imaginez bien, le descendant c'est toujours une énergie qu'on pense naturelle chez quelqu'un mais qui n'est pas du tout naturelle en fait chez la personne. L'axe 1, il est composé de la Vierge et du Poisson, et en fait, on observe ici un jeu dynamique entre le créé et le non créé. C'est vraiment, avant de commencer cette description de la carte natale du ciel de la Vierge, je voulais juste ajouter que, vraiment, genre, quand j'ai commencé à me poser des questions sur le sens profond de l'interprétation des maisons et de la construction du thème de quelqu'un, et du positionnement des maisons, c'est avec l'ascendant Vierge, en fait. C'est avec la composition naturelle dans le système des signes entiers, de l'ascendant Vierge en fait que j'ai commencé à me poser des questions parce que je me suis dit mais waouh, c'est du génie. Comment à chaque fois telle position de signe en maison corrige en fait des choses qui sont intéressantes chez la Vierge, des choses qui sont moins intéressantes chez la Vierge. Comment en fait la composition du thème répond parfaitement aux besoins du signe en termes d'évolution, en termes de progression, et toutes ces choses-là, quoi. Donc voilà, c'est vraiment... Après, peut-être que je suis biaisé parce que mon Chiron est en Vierge, donc forcément, j'ai un œil encore plus averti sur tout ce qui touche à cet ascendant-là, et pardon, à cet archétype-là autour de moi. Donc c'est peut-être pour ça, peut-être que j'enjolive en tout cas la composition de la carte natale du ciel de la Vierge, mais en vrai, non, vraiment, c'est vraiment de la pure curiosité, et je pense aussi que c'est aussi parce que... j'ai rencontré quelqu'un il y a longtemps, mais vraiment une personne qui m'a fasciné. Enfin, j'ai déjà un caractère obsessionnel avec l'ascendant Scorpion. Et en fait, ce mec avait son ascendant Vierge. Il avait son ascendant Vierge, et en fait, je me suis rendu compte avec le temps que j'aime bien quand même les personnes qui ont un ascendant Vierge. Et et donc forcément, j'analyse et j'étudie ce que j'aime. Donc voilà, donc peut-être aussi une extra attention à cause de ça, mais bon, c'est pour la bonne cause. Donc dans l'axe d'opposition entre la Vierge et le Poisson, on observe un jeu dynamique entre le créé et le non créé, entre la synthèse et la dissolution, entre la précision et la fluidité. Et donc, contrairement aux stéréotypes qui sont souvent associés à la Vierge, ce n'est pas seulement un signe qui est caractérisé par la propreté et la perfection. Warning, warning,
mais plutôt un processus continu de raffinement et de purification. En gros, les vierges ont le droit d'être crado, quoi. Concrètement, c'est un peu la morale de mon histoire. L'axe 2, dans l'axe balance bélier, on explore ici un thème qui est complexe, le thème de la guerre et de la paix, de la gestion des dettes et de la communication harmonieuse. Donc la deuxième maison qui est représentée par la balance, elle vient équilibrer un esprit qui est souvent préoccupé. Chez la Vierge, elle est parcourue par le souci, par la nécessité, elle a besoin de canaliser cette angoisse, de passer à l'action et de résoudre des conflits, de résoudre des problèmes. Et en fait, l'air de rien, cette capacité-là lui permet de devenir une bonne communicante, de traduire sa pensée de manière concrète et inclusive sans porter de jugement blessant. Évidemment, il y a des challenges avec ça, puisque dans la maison 8, on a du bélier, et c'est vrai que le bélier est connu pour son impulsivité, pour son audace, et en fait, la présence du bélier dans une maison 8, du trauma, des dettes, une maison qui est associée à la sexualité, aux tabous, aux interdits, c'est compliqué. Voilà. Parfois, la Vierge agit selon ses impulsions, mais de manière secrète, de manière discrète, de manière dissimulée. Alors, c'est un peu la facette diabolique de la Vierge qui empoisonne. C'est elle qui prépare le repas, la servante. Donc c'est facile d'empoisonner le maître. C'est facile de le tuer. On connaît ses habitudes. C'est elle qui le couche. C'est elle qui sait comment il mange, en quelle quantité. Elle connaît ses maladies parce qu'elle observe tout le temps. C'est ça en fait l'archétype en tout cas c'est une expression de l'archétype de la servante. Et en fait c'est cette maison 8 de l'action, cette maison 8 de l'impulsion, de l'agressivité, mais qui est cachée en fait chez l'ascendant Vierge, qu'on n'arrive pas à détecter, mais qui est bien présente, et même présente avec du danger, puisque le bélier se trouve là-bas, donc elle peut vraiment passer à l'attaque, quoi, mais de manière secrète, de manière discrète, de manière effacée. Ensuite, on a l'axe 3 entre le Scorpion et le Taureau, et ici on explore un petit peu le thème d'une recherche infinie et d'une pensée qui est méticuleuse. Donc le Scorpion 3, c'est un chercheur qui est passionné, c'est l'exploration des profondeurs, c'est vraiment pour les Vierges une propension naturelle à collecter des informations sur leur environnement et pour leur sécurité personnelle, et même pour la sécurité personnelle de ceux qu'ils aiment. La Vierge, c'est un Google humain, quoi. On lui ouvre le cerveau et on va fouiller dedans les informations dont on a besoin, et elle les ressort tiroir par tiroir, référence par référence, étiquette par étiquette, code barre par code barre. Donc contrairement à la Balance, la Vierge est beaucoup plus hésitante dans son processus de décision. N'oubliez jamais, le signe suivant transcende toujours une partie des défauts du signe précédent. Et en fait, là où la Vierge elle est hésitante, la Balance elle est cardinale, elle prend une décision, elle y va et commence le truc, quoi. La Vierge, elle peut ruminer, elle peut réfléchir, ça peut lui prendre du temps. Les Vierges, c'est peut-être, pas toujours souvent, mais parfois, des penseurs rigoureux. C'est des personnes qui s'expriment sur un sujet après des années d'études et d'investigations et de réflexion. C'est pas des personnes qui parlent dans le vent, en fait. Axe suivant, c'est l'axe 4. Ici, on parle du Sagittaire et des Gémeaux, et on explore le thème de la carrière et de la réputation. Dans la maison 10, qui est souvent considérée comme le sommet, l'apothéose de l'existence, on représente notre position dans le monde professionnel. Et le signe de cette maison 10 va caractériser cette présentation-là. Donc, cette maison, c'est un carrefour d'informations pour les ascendants vierges. Le Sagittaire, en tout cas l'axe Sagittaire-Gémeaux, il est crucial pour façonner leur réputation et pour définir leur propre retour à eux-mêmes. Et donc c'est hyper beau parce que la maison du retour à soi, c'est une maison de la désaventure un petit peu. On pourrait croire que c'est une maison de l'ennui, on rentre à la maison, la fête elle est terminée, on n'a pas envie que ça s'arrête, on veut que l'aventure elle continue. Et en fait, ce qui est beau chez... ce qui est beau chez les ascendants vierges, c'est qu'en fait, le retour vers eux-mêmes, le retour vers les racines, le retour vers la maison, le retour vers la normale, c'est une aventure, en fait, pour eux. C'est leur grand départ, c'est leur pèlerinage intérieur, c'est leur grande exploration, c'est leur prise de risque ultime. Et je trouve ça trop beau. Donc cette maison 4 en Sagittaire, elle peut montrer une moisson des connaissances obtenues, non pas par l'apprentissage académique, c'est bien d'être bon élève, mais ça fait pas tout, mais par l'inspiration divine, par le charisme, par l'art, par le goût, par l'esthétique, par la beauté, par la victoire, par la justice.
Cette maison 4, elle agit comme un puits d'informations divines pour la Vierge, dont les racines remontent souvent à la famille et à l'environnement proche. C'est là que réside l'aventurier intérieur, explorant les profondeurs de la sagesse et de la philosophie. Ce positionnement jupitérien peut rendre le natif contemplatif ou rêveur, surtout dans sa jeunesse. Il favorise une approche théorique et philosophique de la vie, mettant en lumière le processus de retour à soi à travers la cultivation de la sagesse, une qualité hautement valorisée par la Vierge. L'axe suivant, c'est l'axe 5. Dans l'axe entre le Capricorne et le Cancer, ici, on voit plutôt la relation entre le travail acharné et le plaisir dans la vie quotidienne. Et donc, ça fait mal, en fait, chez les ascendants Vierges. La maison 5 du plaisir en Capricorne, je la connais bien parce que figurez-vous que j'ai beaucoup de clients ascendant Vierge avec qui je parle beaucoup de ça en fait, de cette fameuse maison en Capricorne et de cette difficulté parfois d'éprouver du plaisir, de cette difficulté parfois d'être heureux pour les autres, cette difficulté parfois de cette rigidité en tout cas par rapport à la relation qu'on peut avoir avec l'enfance ou avec d'autres enfants. Ouais, c'est dur. Hein. Moi, j'ai Saturne en maison 5. C'est pas la même chose, mais je compatis. Dans la maison 5 naturelle en Capricorne pour l'ascendant Vierge, c'est dur. Franchement, c'est chaud. La Vierge, là, on parle vraiment des vrais bails, là. La Vierge, elle est souvent prise comme le signe de l'ennui, hein. Le signe de la stagnation, un signe qui est pas très drôle. C'est pas des gens qui sont censés être cool. Voilà. Moi, je les trouve cool. Mais de base, c'est pas des gens, sur un standard Kim Kardashian, c'est pas des gens qui sont censés être cool. C'est des gens qui sont censés être smart, pratiques, pragmatiques, logiques, sur qui on peut compter, mais c'est pas des gens qui sont censés être cool. Anyways. En tout cas, cette maison entière en Capricorne, elle est hyper intéressante parce que la Vierge, elle paraît ennuyeuse, mais elle est pas ennuyeuse. Justement, la présence du Capricorne en maison 5 fait que même dans des choses qui sont banales et justement des choses qui sont considérées comme ennuyeuses, bah, la Vierge, elle s'éclate en fait. Et ça encore, c'est un autre truc que je trouve incroyable dans la construction du thème de la Vierge, parce que si la Vierge devait être un personnage de fiction, tout est parfaitement logique en fait. Évidemment qu'elle va s'éclater à faire le ménage et à coudre, et à faire le jardin ou faire à manger pour son maître. Anyways. Ce qui est cool aussi, je trouve, avec cette maison 5 entière en Capricorne, c'est le contrôle. Alors, la Vierge maintient un contrôle sur ses émotions, un contrôle sur ses plaisirs, hein, un contrôle sur son appétit, sur ses romances, un contrôle sur son image aussi. Hein. Et tout ça, ça rappelle un signe, ça rappelle aussi le Scorpion. Hein. Je dis souvent que la Vierge et le Scorpion, c'est deux faces d'une même pièce. Sauf que le Scorpion, c'est un signe de Mars et que la Vierge, c'est un signe de Mercure. Donc, plutôt que de rechercher le plaisir pour lui-même, c'est sûr, la Vierge va trouver de la satisfaction dans la réalisation, je recommence. Plutôt que de rechercher le plaisir pour lui-même, la Vierge trouve satisfaction dans la réalisation de grands projets significatifs pour sa vie. Donc le Capricorne en maison 5, il motive pour accomplir de grands objectifs et pas forcément de petits défis. Le plaisir n'est jamais une fin en soi, mais plutôt un outil pour construire un avenir meilleur. Pour la Vierge, le plaisir, c'est quelque chose de productif, industrieux et souvent associé au travail. Donc après, il y a plein de choses sur la pudeur, plein de choses sur le plaisir en tant qu'expérience de vie, qui est pas forcément hyper présent pour les ascendants Vierges, mais bon, ça on aura l'occasion d'en parler ensemble en consultation, parce que là on rentre vraiment dans l'intime. Mais en tout cas, force et honneur à vous, les ascendants Vierges. Je vous aime. L'épisode n'est pas fini, hein. Juste, je vous aime. Je prends des notes en même temps, parce que ce que je développe, c'est intéressant quand même. Voilà. Donc, le dernier axe, c'est l'axe numéro 6, dans la dynamique du Verseau et du Lion. Donc, c'est hyper intéressant parce qu'on voit comment l'ascendant Vierge aborde la question du travail en collaboration et la nécessité parfois de se retirer dans la solitude pour retrouver en fait la créativité. Donc, le Verseau maison 6, du quotidien, c'est une maison que j'ai appris à aimer, hein. C'est une maison qui est pas facile forcément à vivre ou en tout cas à être dedans, mais c'est une maison que j'ai vraiment appris à aimer, à valoriser. Le Verseau maison 6, il donne un quotidien qui est assez atypique. Hein. Un quotidien qui pourrait attirer des moqueries.
un quotidien qui exclut en fait, de facto, quelque chose qui singularise profondément l'individu qui a cette maison 6 en Verseau. C'est des personnes qui cherchent à être entourées d'individus qui surveillent quelque part leur performance, des personnes qui veulent être challengées, des personnes qui veulent être transformées en profondeur. Pour la Vierge, en fait, le véritable accomplissement ne vient que lorsque le fruit de leur labeur peut être présenté à un groupe, à un collectif, à une classe, à un ensemble, à une communauté, quelque chose qui peut faire bénéficier, quelque chose qui bénéficie, au plus grand nombre. Le labeur n'est motivé que par un fruit qu'on peut partager avec d'autres. Voilà, c'est pas, on transpire, c'est horrible parce que ça résume vraiment bien la pensée de beaucoup d'ascendants vierges, mais en gros, la vie, et c'est terrible, hein, mais c'est horrible, mais bon, voilà, c'est la vérité, hein, justement, c'est quand je vous dis que l'astrologie, c'est pas juste des citrouilles et de la marmelade, mais en gros, ça veut dire que la Vierge aura plus d'énergie pour aller transpirer pour un groupe de personnes, ou pour sa famille, ou pour des gens, que pour elle-même, en fait. C'est un peu violent, mais ça fait complètement sens par rapport à la mentalité de la Vierge et ce que moi j'appelle la psychologie en fait de la Vierge, qui est le fruit en fait de la classification de toutes les maisons à partir de l'ascendant, quoi. Bon, après, Dieu merci, il n'y a pas que le Verseau en maison 6. Il y a beaucoup de choses très belles aussi avec le son maison 6. Ça fait le lion, excusez-moi, en maison 12. Et moi, j'aime bien le lion en maison 12. Je suis désolé, là, mon cerveau, je me suis dissocié en direct. Alors que j'adore en plus la maison 12 des ascendants vierges. Je trouve que justement, la couronne cachée, la cerise cachée sur le gâteau des ascendants vierges, c'est vraiment leur maison 12 en lion, quoi. Et justement, quand vous êtes dans l'intimité la plus profonde de l'ascendant vierge, c'est là que vous découvrez en fait que c'est une petite pop star inconnue, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui a de l'éclat, c'est quelqu'un qui sait se tenir, c'est quelqu'un qui je sais pas, qui a une aura en fait. Vous voyez quelqu'un qui rentre dans une pièce et tout de suite on tourne la tête, elle attire l'attention, cette espèce de facteur X, d'agent chimique X en fait. Il y a beaucoup d'ascendants vierges qui l'ont et je dois vous avouer, je dois confesser que c'est vraiment le trait de personnalité en tout cas de l'ascendant vierge qui m'attire le plus, quoi. C'est un truc c'est comme si c'est comme s'ils avaient une auréole secrète, quoi, que personne ne voit mais qui est là et qu'on peut sentir en fait, quoi. Et je trouve ça trop stylé et je pense que ça les fait briller, ça les rend beaux et belles, ça donne de l'éclat, ça donne pas de l'intérêt, mais en fait il y a une forme de flamboyance un peu, on s'approche d'eux, on sent en fait qu'il y a quelque chose qui chauffe mais sous la surface. Beaucoup de créativité, de talent et d'allure et de grandeur et d'aura, mais c'est pas exprimé volontairement, c'est pas quelque chose qui est partagé avec le public, c'est quelque chose d'extrêmement intime en fait. La dimension léonine des ascendants vierges est quelque chose d'hyper intime, quoi. Et moi je trouve ça trop beau. Après je pense que c'est aussi parce que mon soleil se retrouve naturellement dans leur maison 12 et peut-être qu'en fait j'ai ce truc avec les ascendants vierges où peut-être que ça va vite dans des choses qui sont profondes, intimes, ou à se retrouver à dialoguer dans un monde, à l'intérieur d'un monde qui est vraiment étrange, peut-être pas ce monde-là, en tout cas pas celui du podcast, mais d'autres mondes, quoi, d'autres dimensions. Anyways. Cœur sur mes ascendants vierges. Non mais c'est vrai en plus, hein, vraiment, hein. Moi je mets c'est horrible, hein, c'est vraiment horrible. Mais je mets des signes, en fait, j'associe les signes aux gens dans mon répertoire. Et aussi pour mes conquêtes, entre guillemets. Et en fait, si vous tapez genre Virgo sur... si vous avez Virgo sur mon téléphone, ça fait... Anyways, mais il y a mes amis aussi dedans. Donc c'est pas le nombre auquel vous pensiez. Beaucoup de choses aussi à dire sur la maison de 12, évidemment. Hein. C'est aussi une maison du karma pour les ascendants vierges. Donc le karma d'une gloire passée, d'une forme de régence, d'une forme de règne qu'on a déjà exercé. C'est un peu l'image du président sortant, l'image de la pop star qui est sur de la pop star dans sa vieillesse, quoi, qui a la maturité c'est toujours une énergie qui est léonine, mais c'est une énergie qui est un peu plus sobre, un peu plus mature.
Donc voilà, énormément de choses à dire encore sur l'ascendant vierge. Mais si vous voulez aller plus loin, ben, c'est tout simple. Vous allez sur Putain, c'est horrible de dire www, ça veut www.wanadoo, www.mythologieastrale.com et vous téléchargez la capsule de la Vierge et dedans il y a plein de choses sur l'archétype du servant, sur le rôle des Vierges aussi dans l'Antiquité, beaucoup d'affirmations, une petite guidance, des suggestions d'albums. Non, franchement, je suis lâché dans ces capsules, des suggestions de films aussi, donc vraiment n'hésitez pas, même par curiosité, parce que je vous assure que si vous n'êtes pas ascendant Vierge, mais que l'astrologie ça vous intéresse, vous allez comprendre énormément de choses en étudiant les cartes natales du ciel des ascendants Vierges, vraiment. Voilà, je vous embrasse et je vous dis au prochain épisode, on va parler un petit peu de l'ascendant Balance.